Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, direction Souapiti. Les travaux sur le chantier se poursuivent. Une mission du gouvernement s'est rendue ce mardi sur place avec une délégation de la francophonie pour voir comment avance le chantier du plus grand barrage hydroélectrique jamais construit en Guinée, Nabi Camara. Lancé le 22 décembre 2015 par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, l'aménagement hydroélectrique de Souapiti se poursuit sur le fleuve Concouré à Tondon. Sans répit, les ouvriers et ingénieurs guinéens et chinois de CWE travaillent nuit et jour pour construire un barrage digne de ce nom. Les travaux portent actuellement sur les excavations du barrage à la rive droite, le bétonnage de la rive gauche et de l'usine, la finition du pont de 506 mètres sur le fleuve Concouré, le montage des équipements hydromécaniques tels que les conduites forcées et les coudes aspirateurs. Au niveau des excavations, on est à 96%, c'est-à-dire que c'est le béton maintenant, c'est la levée du béton qui doit être maintenant la phase essentielle des travaux. Et même déjà au niveau de la levée du béton, de la digue de barrage, on est dans les 34%. Et le planning est observé, très bien respecté, et la qualité du travail est appréciée par tous les observateurs, spécialistes ou non. Ce mardi, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Culture et des Sports y teste le terrain. En compagnie de plusieurs invités à la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, elle a visité le chantier de Souapiti qui les a émerveillés par le rythme et la qualité de l'ouvrage en construction. Ce que j'ai vu, je l'ai dit bien, augure de résultats prometteurs. Les chiffres qu'on nous a montrés sur les maquettes sont impressionnants. Le chantier lui-même, il est gigantesque, il est titanesque. Et la finalité, avec une bonne retenue d'eau, avec aussi une capacité énergétique multipliée par plus de 10, 20, 100, c'est donc quelque chose qui est un chantier pour l'avenir et nous ne pouvons que le saluer. Cet ouvrage en construction, nous sommes impressionnés par son immensité. Et quand on voit les défis énergétiques auxquels la plupart de nos États font face, nous admirons l'ambition de la Guinée, l'ambition du président Alpha Condé qui est en train d'installer un site énergétique qui va non seulement servir la Guinée, mais qui devrait être à mesure aussi d'assurer de l'énergie électrique au pays de la sous-région. En visitant encore aujourd'hui pour voir le niveau d'avancement des travaux de Souapiti, je suis sûr que d'ici 2020, les Guinéens donneront raison au président Alpha Condé. Même les gens qui ne croient pas à ce qu'il est en train de faire, quand ils visiteront ici, je suis sûr qu'ils donneront du temps au président pour qu'il réalise ses ambitions pour ce pays. Comme on le voit, Souapiti constitue à la fois l'espoir de la Guinée et de la sous-région ouest-africaine. C'est officiel et ça va faire du bien à tout le monde de voir la route Koya-Dabola via Kindia reconstruite. Les travaux sont lancés sur la route nationale numéro 1, une initiative présidentielle qui va aboutir à la construction de plus de 50 ponts selon les normes de la CEDEAO en la matière. De gros moyens sont déployés pour la réalisation de ce projet ambitieux. Témoignage en images dans ce reportage d'Ansoumane Toumani Camara. La route nationale numéro 1, considérée comme la colonne vertébrale du réseau routier guinéen, traverse tout le pays sur une distance de près de 1200 km. Elle débouche sur 5 pays voisins. Hérité de la colonisation, ce tronçon, avec son taux élevé de trafic, ne répondait plus aux normes de la CEDEAO. Et son parcours comportait tous les risques pour les usagers. Cette route est pratiquement la première route nationale du pays, la RN1. Elle quitte ici Kankan, Zerekoye-Yomu, jusqu'à la frontière du Libéria. Cette route c'était de la classe 3, avec un trafic à peine de 300 véhicules jour. Aujourd'hui, on est dans des milliers de véhicules par jour. C'est ce qui explique un peu le rehaussement du niveau d'aménagement de cette route.
Le gouvernement guinéen, conformément à sa stratégie sectorielle de transformation de l'économie nationale et d'amélioration des conditions de mobilité des populations, lance ainsi les tout premiers travaux d'envergure depuis le tracé de cette route pendant la période coloniale. Il s'agit de reconstruire un tronçon de 370 km allant de Koya à Dabola. La Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées, CRBC, a 36 mois pour exécuter ces travaux. Nous devons reconstruire la chaussée. Aussi, certains endroits où la courbe sont très tendues, on devait les tracer de la ligne. Il y a certains endroits où on doit faire des modifications. Aussi, l'ouvrage, on doit le construire. Nous, on va faire maximum pour employer plus de Guinéens. Bon, il y a certains postes, on va amener certains Chinois, mais la plupart des ouvriers sont des Guinéens. La reconstruction de ce tronçon de la RN1 Koya-Dabola a un budget prévisionnel de plus de 357 millions d'euros. L'État guinéen finance les 15% de ce montant. Après 3 mois consacrés aux études, 33 autres seront mis à profit pour recomposer totalement la structure de la chaussée avec des élargissements de dimensions et le redressement du tracé. Ce premier projet-là, c'est sur la route nationale. L'autoroute, le projet d'autoroute aussi, on est beaucoup avancé dans les négociations, mais le cas d'aujourd'hui, c'est sur la route nationale numéro 1. Bon, c'est les mêmes destinations, mais ce ne sera pas exactement le même tracé. Avant, les véhicules qui étaient là, c'est à peine, certains arrivaient à 10 tonnes, peut-être de 15 tonnes. Aujourd'hui, les véhicules qui passent sont de 50 tonnes ou même plus. C'est pourquoi le projet que nous lançons aujourd'hui viendra corriger ces insuffisances. Parce que la plateforme va être mise au gabarit conformément à la norme CEDEAO et tous les autres paramètres géométriques seront corrigés. La nouvelle route Koya-Dabola aura une largeur de 7 mètres et 3 mètres repartis entre les deux accotements. 60 ponts et 973 ouvrages hydrauliques seront construits sur les 370 km du trajet. Un mot de littérature. On n'en a pas encore fini avec le livre à Conakry. Cet événement qu'on vous présente est annuel et bien connu du public. 3 jours consacrés au bouquin, le programme en 5 mots, exposition et vente du livre. Ce n'est pas tout. Des bibliothèques seront visitées par des passionnés de l'écriture. Et cette année, les 72 heures du livre, comme on l'appelle ici, s'intéressent à l'agriculture. Pourquoi l'équation livre et agriculture? Comment ça marche? Voyons tout cela avec notre reporter Adi Kamara. Le livre permet d'acquérir la science, la technique et la technologie tout en approchant les cultures, les civilisations, les peuples. Raison pour laquelle l'Harmattan Guinée et ses partenaires s'activent à donner à cet événement toute sa dimension. Conakry, capitale mondiale du livre, fut, grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, un succès. Au nombre de ces efforts, il y a ceux du commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, notre frère Sansi Kaba Diakité, dont l'optimisme et le dynamisme ont été présents à toutes les étapes du déroulement de l'événement. Cette année, les initiateurs de cet événement, les 112 heures du livre, ont choisi le secteur agricole comme pour dire que le développement passe nécessairement par l'agriculture. Autre manière de montrer le rôle que joue ce secteur dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté. La célébration de Conakry, capitale mondiale du livre, qui a permis de découvrir de nombreux talents en Guinée, doit être saluée. Les initiateurs sont à féliciter, ainsi que les financiers. La célébration de Conakry, capitale du livre, a aussi ouvert de nouvelles perspectives pour les différents secteurs de développement, car le livre est un véritable vecteur de communication et de développement. Le livre instruit, éduque, forme et transforme l'homme. Une participation créatrice et le développement d'un pays, c'est connu, dépendent aussi bien d'une éducation satisfaisante
que d'un accès libre et illimité à la connaissance, à la pensée, la culture et l'information. C'est la 10e édition des 112 heures du livre en Guinée, occasion pour les hommes de lettres, les artistes, les décideurs et d'autres intervenants du secteur du livre de réfléchir, d'échanger et de faire des propositions allant dans le sens de la promotion de l'écriture et de la lecture, sans oublier l'accès aux œuvres littéraires en Guinée. La Guinée, depuis la période coloniale, s'est illustrée par sa création littéraire comme l'un des pays africains pionniers de l'écriture. Cet élan s'était poursuivi après l'indépendance avant de s'estomper, malheureusement, à cause des aléas de l'histoire. Il s'agit donc aujourd'hui de s'appuyer sur les acquis de Conakry, capitale mondiale du livre, pour faire de la Guinée un pays d'effervescence littéraire. Autre temps fort de cet événement, c'est la visite des stands, partout des livres écrits par des Guinéens ou des étrangers, et les sujets varient selon les traditions, les cultures, les communautés, les religions et les régions, mais tous concourent à promouvoir l'accès au savoir. Et puis en bref et en image, conférence de presse du romancier et grand reporter allemand Hans-Christoph Busch est à Conakry pour les 72 heures du livre, l'occasion pour l'auteur de présenter 2 de ses romans, Château de Kafka et Haïti Chérie, pour sa première visite en Guinée. Il se dit impressionné par le succès des 72 heures du livre de Conakry, l'un des plus grands rendez-vous culturels du pays. Média, pour parler de l'audiovisuel sur le plan continental, le secteur est en pleine mutation avec ses mérites et faiblesses. L'occasion pour la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA d'échanger sur les bonnes pratiques du métier, mais aussi de mutualiser leurs moyens pour une meilleure régulation de l'audiovisuel sur le continent. Le point avec Robert Siditono. Ils sont venus des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée à prendre part aux travaux de cette Assemblée générale annuelle de la plateforme des régulateurs audiovisuels. La rencontre de Conakry intervient juste après la relance de la plateforme en 2017 au Burkina Faso. L'accent est mis sur l'échange de bonnes pratiques et de mutualisation des moyens d'action pour une meilleure régulation des médias audiovisuels. Au centre des débats, des stratégies à mettre en place pour réguler les médias et protéger la liberté de la presse dans les pays de l'UEMOA et la Guinée. À l'ouverture des travaux, la présidente de la plateforme s'est félicitée de la mise en place de cet espace d'échange d'expériences entre les pays de la sous-région. Ma désignation à la tête de notre plateforme pour le mandat en cours a prouvé une fois de plus que nos pays sont indissociables. Ceci renforce davantage ma conviction que notre continent est condamné à réunir ses fils au sein d'une même entité s'il veut survivre aux soubresauts qui agitent la planète et affronter les immenses défis du XXIe siècle, notamment en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et le numérique. En transmettant le message de soutien du chef de l'État à la création de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel, le ministre conseiller à la présidence chargé des relations avec des institutions républicaines a rappelé les défis de l'heure qui interpellent chaque État. Le chef de l'État de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé et son gouvernement apprécie hautement la création et le dynamisme de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée et lui assure de tout son soutien. Cette plateforme donc est un très bel exemple de coopération interafricaine qui doit inspirer les institutions qui régissent d'autres secteurs d'activité. Les travaux sont ponctués par la validation du procès-verbal de la 5e conférence de la plateforme, la présentation du bilan des pays et l'examen et la validation des plans opérationnels 2017-2018. Sarita Washington est là-bas, vous allez le voir, la délégation guinéenne présente au bailleur le modèle économique du gouvernement, une opération séduction pilotée par la ministre des Finances, comme l'explique Fatoumata Samoura, notre correspondante aux États-Unis.
En marge des travaux des assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la ministre de l'économie et des finances a eu des rencontres bilatérales de haut niveau. Avec ses homologues africains, des problématiques communes à leur pays sont discutées. Ils se sont surtout entendus de porter plus haut la voix de l'Afrique sur les enjeux globaux. L'occasion d'échanger entre ministres sur des problématiques communes que nous rencontrons sur le continent. La question du niveau de la dette, la promotion du contenu local, la mobilisation des ressources intérieures et aussi des questions liées au financement. Ça nous a vraiment aussi, je dirais, incité à initier un réseau pour qu'on puisse discuter de ces problématiques communes afin de pouvoir également trouver des solutions ensemble qui soient des solutions vraiment pour l'Afrique. Au cours du panel organisé par le FMI sur les pays dits fragiles, la ministre guinéenne des Finances a partagé l'expérience et le succès de la Guinée en matière de croissance et d'équilibre macroéconomique. Malado Kaba a expliqué ses performances par le retour de la stabilité politique depuis 2010 et le leadership fort basé sur une vision du développement largement partagée. Faire part de l'expérience de la Guinée dans ce cadre-là, donner des éléments de succès, ces éléments de succès qui reposent essentiellement, en tout cas pour ce qui est de la Guinée, d'abord d'un retour à la stabilité politique depuis 2010. Deuxièmement, c'est aussi lié à un leadership qui est, je dirais, très fort, qui est vraiment basé sur une vision du développement qui est largement partagée. Je dirais l'internalisation, ce qu'on appelle l'appropriation aussi de la part des ministres en ce qui concerne notamment la vision et comment arriver justement à mettre en œuvre un certain nombre de ces réformes structurelles. Certes, il faut renforcer le rôle catalyseur du FMI et la coordination avec les autres partenaires, mais il faut reconnaître que la diaspora africaine a un rôle important à jouer. Avant de poursuivre ce journal, je reçois en plateau Dr André Camara. Docteur, bonsoir. Vous êtes juriste, consultant pour Minerve Consulting. Alors nous allons essentiellement parler de la politique de modernisation du port autonome de Conakry, notamment du terminal à containers, une politique qui avait suscité beaucoup d'espoir, mais l'adjudicateur de l'appel d'offres Jetma International a vu son contrat résilié. Que s'est-il réellement passé? Le dossier Jetma International en fait repose simplement sur le fait que Jetma, après étude, Jetma ne répondait pas à toutes les conditions de son éligibilité à ce niveau. En fait, il y avait déjà un premier problème, ce sont des fausses déclarations qui ont eu lieu dans l'appel à manifestation. C'est-à-dire qu'avant de lancer ce genre d'appel d'offres, on pose un certain nombre de conditionnalités, notamment d'expérience, d'avoir déjà géré un terminal à conteneurs. Est-ce que Jetma répondait justement Non, Jetma ne répondait pas. Elle a plutôt fait des fausses déclarations puisqu'elle a prétendu avoir eu des expériences qu'elle n'avait pas. Mais je pense que ce n'était qu'un élément. Il y a eu un second élément, c'est celui de son incapacité financière. Jetma International, pendant l'évaluation, il y a deux plis. Il y a le pli financier et le pli technique. Dans le cadre du pli technique, qui est le premier pli qui doit être ouvert, il devait figurer ce qu'on appelle la capacité financière, c'est-à-dire la capacité qu'avait la société ou qu'a la société de pouvoir mener financièrement ou soutenir, supporter financièrement les travaux. Il s'est avéré que Jetma International a utilisé un subterfuge dans lequel il disait que par inadvertance, il a glissé dans le pli suivant, c'est-à-dire dans le pli financier, l'attestation de capacité financière. Bon, c'est vrai que ça peut se comprendre à un certain niveau, mais les textes sont clairs. Tous les autres soumissionnaires avaient les dossiers au complet. Jetma n'avait pas son dossier au complet. Déjà, c'était une cause suffisante pour qu'elle ne puisse pas passer à l'étape suivante. La question est de savoir pourquoi, malgré cette clause, du moins cette incapacité financière, Jetma International a pu passer à la phase suivante de l'évaluation. Comment vous expliquez cela?
Bon, écoutez, les enquêtes administratives ont ressorti, j'ai dit bien, ont ressorti de fortes présomptions de corruption. Je vous signale déjà que la convention avait été déjà suspendue sous le général Lansana Conté. Et la même chose s'est produite du temps de Dadis. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tractations en dessous avec l'intervention d'États étrangers afin que le contrat soit reconduit. Et je crois qu'après l'arrivée après les élections, après cette phase de transition, les nouvelles autorités ont décidé de résilier le contrat. Parce que cette incapacité, il y a eu un dol en fait, c'est un mensonge, c'est un dol. Et c'est une cause suffisante de résiliation de ce contrat. Le contrat est nul depuis le départ, c'est ce qu'on appelle nullité absolue. L'affaire Jetma, comme on l'appelle, fait assez de polémique dans la cité. Aujourd'hui, où en est-on exactement et à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours? Une action judiciaire est en cours, déjà qui a été initiée par l'agent judiciaire de l'État. Je ne sais pas exactement où ils en sont. Mais il y a aussi un autre litige pendant à la Cour suprême qui oppose Jetma International et son associé guinéen dans des cas de faux, usage de faux en écriture et tout ça. Et je pense qu'il faut attendre parce que comme le dossier est encore entre les mains de la justice, je préfère ne pas aller. J'ai des éléments, mais je ne permets pas de les divulguer. Okay. Monsieur Dr André Camara, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes juriste, consultant pour Minerve Consulting. Nous avons donc essentiellement parlé de l'affaire Jetma. Et pour être complet sur ce sujet, j'ajoute que dans les prochains jours, un débat télévisé permettra aux différents acteurs de réagir sur ce dossier. Le 25 avril de chaque année est consacré à la lutte contre le paludisme, l'occasion pour les professionnels de la santé de faire des plaidoyers en vue de renforcer les campagnes de prévention de la maladie, même si le taux de mortalité par paludisme a chuté de 70% dans la région Afrique de l'OMS. En Guinée, on se dit prêt à vaincre le palu. Safran Tene Koulibaly, Diane Yansane. La journée internationale du paludisme est célébrée le 25 avril de chaque année. Selon des enquêtes réalisées par le département de la santé, la prévalence parasitaire du paludisme est passée de 44% en 2012 à 15% en 2016 en Guinée. Ces résultats sont obtenus grâce aux efforts conjugués du gouvernement et des partenaires. Ce combat est déjà lancé depuis quelques années avec l'appui des partenaires techniques et financiers et des résultats encourageants sont obtenus dans tous les domaines. Aujourd'hui, la République de Guinée est fière de constater que les efforts conjugués de différents acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme ne sont pas vains. À ce jour, le taux de positivité a fortement baissé, passant de 89% en 2013 à 63% en 2018. Pour consolider ces acquis, la participation et l'engagement de tous les acteurs de développement sont nécessaires. Cette journée a été instituée en 2007 par l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour des stratégies de lutte contre la maladie. Le ministère de la Santé envisage les années à venir des activités pour renforcer la lutte contre ce fléau. Pour atteindre ces objectifs, le département de la Santé ambitionne avec l'appui des partenaires de renforcer la lutte contre le paludisme au niveau communautaire, organiser les campagnes de distribution de masse des moustiquaires imprégnés et les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier, poursuivre la distribution continue des moustiquaires imprégnés à travers plusieurs canaux, promouvoir la communication et la mobilisation communautaire pour le changement de comportement en faveur de la lutte contre le paludisme, renforcer la collaboration multisectorielle et surtout le partenariat avec le secteur privé et parapublic, assurer la prise en charge optimale du paludisme avec des médicaments efficaces et de bonne qualité dans les formations sanitaires et dans la communauté. En Guinée, les festivités de la Journée internationale de lutte contre le paludisme se déroulent à Farana. Elles seront marquées par la mobilisation des communautés autour du thème « Prêt à vaincre le paludisme ».
Je vous ramène à Katougouma, un district de Boké où les fils de la localité s'organisent pour une meilleure prise en charge des malades. Un appui en produits pharmaceutiques est accordé au village pour intensifier les campagnes de sensibilisation contre le palu et la grippe. L'initiative est de l'Association pour le développement de Katougouma. Aboubakar Diaby nous en dit plus. Ville, Katougouma est un district où l'explosion démographique a atteint une proportion importante ces dernières années. D'après des notables, cette augmentation rapide de la population est occasionnée par l'arrivée d'une société minière dans la cité. Dans le but d'apporter sa contribution à la santé des citoyens de la communauté, l'Association pour le développement de Katougouma offre ses médicaments. Nous venons d'apporter une petite pierre à l'édifice communautaire et participe de cette volonté de s'associer aux différents acteurs, notamment l'État et la société, à la résolution des questions essentielles. Donc ce premier geste est une façon pour nous de répondre un peu aux attentes de ce village qui nous a vu naître. Cette cérémonie de remise a mobilisé toutes les couches sociales de Katougouma. Composée des gants de protection, de produits comme le paracétamol, Cotrine, Nivacnine et d'autres, les médicaments sont destinés au personnel soignant de ce centre de santé construit par l'État il y a de cela 3 ans. Ce geste humanitaire de l'Association pour le développement de Katougouma, en abrégé ADK, réjouit les bénéficiaires et le personnel du centre de santé. Grâce à la volonté politique du chef de l'État, le président professeur Alpha Condé, ce centre doit servir d'exemple. En tout cas, nous battrons pour qu'il soit d'utilité communautaire. Et nous souhaitons que ces médicaments qui ont été offerts par les fils du terroir résidant à Conakry et d'ailleurs soient utilisés à de bons escients, à la satisfaction de toute la communauté. Je suis très ravi de recevoir ces médicaments. Cela va aider à la communauté parce qu'il y a certains qui viennent vers la nuit tardive. Donc, cela va nous permettre de les soulager avec efficacité. Depuis quelque temps, l'association des fils ressortissants de Katougouma œuvre pour l'épanouissement de la communauté à la base. Au-delà de ce geste, elle compte doter le centre d'une pharmacie moderne afin de faire face à certains cas d'urgence sanitaire. A signaler que cette cérémonie de remise a été également l'occasion de passer des messages de rapprochement entre la communauté et la société minière de Boké. À Zérikore, la fondation Prosmi de la première dame de la République manifeste sa solidarité aux orphelins et démunis de la ville, une initiative soutenue par l'UNICEF pour aider ces enfants au destin chamboulé à sortir de l'ombre. Ali Badra Kondé. Après les différentes éditions du Conakry Cancan, la journée nationale de solidarité est organisée en Zérikore au bénéfice des tout-petits. Une grande première dans cette localité du pays. Ces enfants sont issus des foyers démunis. Ils sont pour la plupart orphelins, porteurs d'handicap, aussi les élèves qui se sont distingués dans leurs établissements scolaires pendant les différentes évaluations. C'est une initiative de la première dame de la République, Hadja Djene Kondé, à travers sa fondation Prosmi, en partenariat avec l'UNICEF. Nous voici aujourd'hui à Zérikore pour communier avec nos enfants ces instants magiques dont ils n'ont pas souvent l'occasion de vivre avec leurs parents biologiques ou adoptifs. Au-delà donc des moments mémorables que nous passerons ensemble, chaque enfant recevra un repas, des cadeaux et des denrées alimentaires. Chers organisateurs, je suis très ému par la qualité et la taille de la cérémonie. Et un compte rendu fidèle sera fait à la représentation de l'UNICEF en Guinée. Par la même occasion, et je suis convaincu que toutes les dispositions sont prises pour que tous les enfants présents ici puissent bien bénéficier de cette journée et que ces enfants retrouvent en très bonne santé leurs familles respectives.
Ce geste humanitaire de la présidente de la Fondation Prosmi vise à communier avec les enfants du pays profond, mais aussi leur apporter la joie de vivre ensemble. Je remercie la première dame pour ce cadeau. Et je suis heureux pour ce cadeau. Je sais que mes parents m'ont abandonné, mais la première dame m'a pas abandonné. Au nom de monsieur le gouverneur, vous exprimez toute la reconnaissance des autorités à tous les niveaux du choix que vous avez porté cette année sur Zérékoré. Au cours de cette journée nationale de solidarité, il a aussi été question de partager cette collation offerte par la première dame de la République à travers sa fondation Prosmi. Une assistance matérielle et financière est aussi apportée à certains foyers démunis de la préfecture de Zérékoré. Comment accroître les productions des paysans à Kolaboni? Une petite révolution se prépare avec l'entreprise Tidiane Agriculture qui part d'une collaboration avec des experts espagnols. L'idée est expérimentée depuis 2 ans et sur place ça semble bien fonctionner en dépit de certaines difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Notre reporter Maïmouna Bella Diallo s'est intéressé à ce programme pilote à Kolaboni. Regardons son reportage. Faire de l'agriculture un levier fort de croissance est un enjeu de développement en Guinée. Au-delà des conseils techniques et appuis en intrants aux paysans, les maraîchers de la Basse-Côte peuvent désormais compter sur la collaboration d'une entreprise de fourniture d'intrants appropriés à leurs besoins. J'en ai bénéficié avec l'État en 2011, un voyage pour le Maroc, pour lequel est assorti les relations entre la société Koda et moi-même, qui en est en sortie de l'importance des engrais foliaires, pour lesquels aujourd'hui nous avons trouvé utile de venir et chercher à les vulgariser. C'est dans ce cadre que j'ai été accompagné par le biais du ministère de l'Agriculture, surtout avec les services décentralisés, la Direction nationale de l'agriculture, et aussi de la Chambre nationale d'agriculture qui nous donne toutes les possibilités d'évoluer sur le terrain. Nous sommes venus pour amener des propositions afin d'améliorer tant soit peu la rentabilité et la productivité dans l'agriculture guinéenne. Nous avons pu constater déjà avec les visites de terrain que la Guinée regorge de potentialités. Il suffit juste d'être un peu plus pointu dans la technologie agricole, parce qu'aujourd'hui nous parlons de nouvelles technologies agricoles. Nous ne sommes plus dans les considérations classiques de fertilisation NPK, de traitement comme on le fait d'habitude, mais nous sommes à un niveau où il faut aller au-delà des engrais que l'on connaît qui sont les NPK. Ces engrais foliaires sont beaucoup utilisés dans la sous-région ouest africaine. Pour une utilisation efficiente, les maraîchers, souvent confrontés à des problèmes de rentabilité, sont informés sur les spécificités du produit. On n'avait jamais eu quelqu'un qui pouvait nous apporter cet engrais. On entendait parler d'engrais foliaires, mais on n'avait jamais vu. On vient de savoir que l'engrais liquide existe aussi. Il augmente le volume des feuilles et du rendement. Nous sommes très contents de l'arrivée de ces engrais, qui désormais vont mettre fin à nos difficultés. Nous sommes très contents de l'entreprise Tidiane Agriculture, des autorités et des formateurs. C'est un sentiment de joie pour moi de voir dans ma zone, dans ma juridiction, une aide portée à l'endroit des femmes, ériger des femmes en coopérative, en groupement, voire même en fédération, et qui s'étend, n'est-ce pas, jusqu'à une dimension, s'il faut même dire, nationale. Donc aujourd'hui, nous sommes en train vraiment de profiter des techniques apportées ailleurs, du Sénégal, de l'Espagne, pour améliorer, n'est-ce pas, nos techniques, n'est-ce pas, de faire, pour avoir un résultat escompté. Donc cela va droit au cœur. À Kolabui, les acteurs agricoles apprécient la qualité des produits présentés.
Mais dans la zone, il faudra attendre l'ouverture des premiers magasins de distribution de ces produits phytosanitaires. En avant-goût, l'entreprise Tidiane Agriculture a offert des cartons d'engrais de type Koda aux présidents de certains groupements maraîchers qui se distinguent sur le terrain. Et puis l'actualité nationale, en bref et en images, c'est un commentaire de Younous Atawel Kamara. Par ce symbolique don de livres et d'outils informatiques, le PNUD, au programme des Nations Unies pour le développement, s'engage à accompagner l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry dans ses efforts de formation et de recherche. Ce don permettra à l'université mère de renforcer la qualité de ses services en matière de recherche, de traitement et même de stockage des données. Le programme des Nations Unies pour le développement que je représente souhaite renforcer ses liens de partenariat avec le monde académique. Nous pensons qu'il est bénéfique pour les universités et pour le PNUD de pouvoir travailler de manière plus étroite. Attendue depuis belle lurette, la sous-préfecture de Koumana, dans la préfecture de Kouroussa, sera bientôt aménagée pour le bien de sa population. C'est une initiative du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à travers le ministère de l'administration du territoire, qui s'engage dans le programme d'aménagement et de l'urbanisme à l'intérieur du pays. Satisfaits de l'étude présentée pour cette seconde phase, les bénéficiaires du projet sont aux anges. Les travaux en termes d'études sont qualitatifs. La présentation qui a été faite adhère à l'adhésion de toute la population de Koumana. Parce que le vrai problème de Koumana aujourd'hui, c'est le problème de route. Et dans ce projet d'aménagement et d'équipement de Koumana, les routes sont prévues, les centres de santé sont prévus, les places publiques sont prévues. Il y a beaucoup d'autres innovations en termes de mélange des variantes culturelles ou modernistes. Le train Russal Frigia a fauché une jeune fille au quartier Kakimbo, non loin du marché. Aïssatou Diallo, c'est le nom de la victime. En partance pour le marché, Aïssatou Diallo était en compagnie de sa grande sœur qui a pu éviter le train. Âgée de 13 ans, Aïssatou Diallo, élève à l'école primaire d'Équipé, a succombé à ses blessures. Cet accident sur la voie ferrée relance une fois encore la question de sécurité le long des rails à Conakry et en rase campagne. Il y avait une fille et sa sœur qui voulaient traverser. Bon, la première fille, la grande fille, a réussi à traverser. Maintenant, sa petite sœur a voulu la rejoindre. C'est là que l'accident a eu lieu. Entretenir régulièrement son véhicule et faire son contrôle technique au bon moment, c'est assurer sa propre sécurité, mais également éviter des accidents de la circulation. Dans ce centre de contrôle technique des automobiles, par exemple, toutes les mesures nécessaires sont envisagées pour faire le point sur l'état des véhicules. Une manière de prévenir les défaillances techniques qui sont souvent à la base de nombreux accidents de la circulation. Ce véhicule, c'est un camion presque neuf. Donc, les slim blocks, les liaisons sont bien rigides. Donc, ce véhicule n'a pas de problème particulier. Si c'était un camion qui a, je sais pas, 10 ans, qui a les problèmes de liaison au sol, les slim blocks sont usés, vous allez voir que ça allait partir dans tous les sens. Ça, parce qu'il applique une force, ça allait partir dans tous les sens. Mais là, vous voyez, je n'arrive même pas à bouger le camion. Voilà. La suspension, le freinage, le circuit de freinage, on contrôle tout ici aussi. Donc je disais, ça c'est le tyran des cieux. Quand je l'attrape, je fais un bruit avec pour savoir si effectivement je vais entendre un bruit. Si j'entends un bruit, c'est qu'à l'intérieur des tyrans, il y a les bacs à qui sont bouffés. Là, le propriétaire du camion, il sera obligé de les remplacer. Hawa Tunkara, 17 ans, habite au quartier Yataya dans la commune de Ratoma avec ses parents. À cause de la tumeur au pied, elle ne peut ni aller à l'école ni exercer son petit métier de couture. De la jambe à la cuisse, elle ressent une douleur intense.
Aujourd'hui désespéré, Hawa et sa famille lancent un cri de cœur afin de bénéficier d'une assistance sociale. Trois nouvelles salles de classe pour le district de Djomabana, c'est dans la préfecture de Siguiri. Ces infrastructures scolaires sont l'œuvre d'un fils ressortissant de la localité, Mohamed Lamine Kamara. Situé à 17 km de la préfecture de Siguiri, le district de Djomabana, dans la sous-préfecture de Kinyebakura. Cette localité vient d'être dotée d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe. Des salles de classe qui viennent s'ajouter aux 6 anciennes complètement remises à neuf. Djomabana dispose désormais d'une école primaire de 9 salles de classe. Cette nouvelle infrastructure scolaire est réalisée par cet homme, un des fils du terroir. Aujourd'hui, le 23 avril 2018 est un jour historique pour moi. La classe dans laquelle vous nous voyez arrêter aujourd'hui, c'est là où j'ai été inscrit pour la première fois pour apprendre ABCD. Alors c'est cette motivation, lorsque j'ai vu cette école en ruine, je ne pouvais pas rester bras croisés. Je remercie très sincèrement le donateur. Donc mes sentiments sont des sentiments de satisfaction, de joie. Bien entendu, la réhabilitation de ce bâtiment vient à point nommé pour pallier le manque de salles de classe au sein de notre école. Ce bijou sera utilisé à bon escient. Cet édifice vient grossir les rangs de plusieurs infrastructures scolaires en phase de réalisation dans la région de Kankan. Ce geste prouve à suffisance que le renforcement du système éducatif guinéen par les autorités est une priorité. Je me suis empressé de remercier d'abord le généreux donateur de cette splendide école qui du coup d'ailleurs a remis à neuf les anciennes classes qui étaient déjà là. Le président de la République nous a mandaté de venir transmettre aux populations du Djoma, entendez le Djoma Wanya et le Djoma Nunku, toute sa reconnaissance, mais aussi toute sa satisfaction de voir un de ses collaborateurs, fils de la localité, s'impliquer activement dans le développement socio-économique durable, n'est-ce pas, de son lieu de naissance, de son terroir. Ce n'est pas donné à tous les ressortissants. En marge de cette cérémonie inaugurale, autorités, fils résidents et ressortissants ont procédé au lancement de barbotage de la mare de Djomabana. Pendant cette cérémonie, la première prise de poisson est faite par cette jeune fille. Auparavant, cette mystérieuse mare s'étendait sur une superficie de 875 000 m². À ce jour, cette mare est presque en phase de disparition. Cela est dû à une forte dégradation de l'environnement. C'est l'une des figures emblématiques de la résistance coloniale en Guinée et de tous les chefs du Nord. Kissi Kaba Keïta demeure le plus prestigieux grâce au soutien que lui accordaient les Kouranko de Morige, mais aussi les Lélés de Yombiro, ce qui consolida son armée composée de Kissi et Kouranko. Et à Kissidougou, un monument à son effigie est en construction au grand carrefour de la ville. Mohamed Seyar Souma a suivi pour nous la pose de la première pierre. L'IS populaire à Kissidougou sur fond de consolidation des acquis historiques. C'est la pose de la première pierre du monument au portrait de Kissi Kaba Keïta, une œuvre à titre posthume. Le monument fera 6 mètres de hauteur et sera bâti au grand carrefour de la ville. La synergie nouvelle des amis de Sogbe est porteuse du projet. Nous envisageons beaucoup de choses, mais c'est après la pose de sa première pierre que nous avons incité d'autres chefs ou d'autres hauts cadres de la ville de Kissidougou pour faire comme nous sommes en train de faire. Inciter d'autres jeunes de la ville de Kissidougou, que ce soit à Kissidougou ou à Conakry, de faire comme nous sommes en train de le faire. C'est un roi qui s'est battu pour regrouper tous les Kissidoukas, qu'ils soient Kissiens, qu'ils soient Thomas, qu'ils soient Guézé, qu'ils soient Pul ou quoi. Et aussi, Kissi Kaba a été un bâtisseur. Dans l'histoire, Kissi Kaba Keïta est reconnu pour ses attitudes hostiles à la colonisation. Raison de plus pour les fils de la localité d'immortaliser ce héros national. L'initiative est requinquée par les autorités sur place. La descendance de Kissi Kaba Keïta est aux anges. C'est quelque chose que nous avons trop cherché, mais on n'a jamais eu.
Dieu l'a voulu cette année que cela se réalise à travers cette association des jeunes composés de tout. Il y a même des petits-fils dans cette association. Donc, nous sommes très contents. Peu avant la pose de la première pierre, le projet est brièvement expliqué à la notabilité. Elle manifeste sa pleine implication au succès des travaux. L'inauguration de la stèle à l'effigie de Kisikaba Keïta est annoncée pour la fête de Tabaski. On termine avec une formation des entraîneurs de la licence C de la CAF. Elle se tient à Yoropoguia, à Dubrika, pour la sélection de 5 des entraîneurs de la catégorie. Ces champions suivront une formation approfondie en Europe. L'annonce est faite par les organisateurs, comme l'explique Mami Ebelamo. Faire des entraîneurs guinéens, des entraîneurs qualifiés et compétitifs à l'échelle internationale, c'est la vision du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football à travers sa direction technique et son département formation et développement. Cette volonté se matérialise par ce stage de mise à niveau de plus de 30 entraîneurs de la licence CCAF. Durant une demi-journée, ces coachs ont été évalués en théorie et en pratique sur des techniques du métier d'entraîneur. Ces évaluations ont porté notamment sur l'analyse d'un match, l'organisation d'une équipe et le management. Nous sommes en difficulté pour trouver les meilleurs entraîneurs pour la simple raison que c'est une structure qu'on avait totalement négligée. Tout le monde pense qu'il est entraîneur, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut quelque chose sur le football. Mais quand vous rentrez dans la science du sport, il y a peu quand même qui ont cette connaissance. Et c'est pourquoi on voudrait vraiment faire de ça un métier maintenant qui tend vers l'excellence, vers la performance pour que nous puissions avoir des équipes concurrentes. Le développement du football, c'est à la base. Tant que nous n'investissons pas à la base, il ne faut pas espérer au progrès du football guinéen. C'est pourquoi le président s'attelle à la formation et à l'installation déjà des structures à la base. À l'issue de ces épreuves, les 12 méritants vont rejoindre la liste des 28 de la Ligue 1 et 2 pour une autre évaluation prévue en juin prochain. Cette fois avec des experts étrangers. Une aubaine qui viendra à coup sûr combler l'insuffisance d'entraîneurs qualifiés dans notre pays. Ceux qui ont la licence C viennent compléter une liste qui sera retenue pour le mois de juin et que par la suite, eux-mêmes, 5 personnes suite à un stage suivi et surtout organisé par des étrangers qui vont venir, des formateurs qui vont venir choisir 5 personnes de nos encadreurs qui iront faire une formation de 2 ans en Europe. Nous venons à peine de boucler une formation de la licence CAF. Moi je pense que c'est un contenu que nous avons eu à faire. C'est juste un petit rappel parce que qui parle de la planification, c'est le quotidien de l'entraîneur qui n'est pas planifié. Je pense qu'il travaillera dans le désordre. C'est un rappel que l'instituteur a eu à faire. Moi je pense qu'on va s'en sortir, mais les plus méritants seront choisis et nous serons tous aptes et unanimes par rapport à ce choix. Les participants adhèrent à cette initiative et comptent se donner à fond pour bénéficier des avantages de cette formation. Une formation qui, au finish, permettra aux plus assidus de bénéficier d'une bourse de 2 ans en Europe. Je l'apprends au même moment que vous, dans le cadre de la protection des consommateurs et du respect de la réglementation commerciale, il est demandé impérativement à tous les commerçants, importateurs et distributeurs de bouillon, communément appelés cubes, d'assister à la réunion de concertation que le ministre du Commerce organise à cet effet. La rencontre se tiendra le mercredi 25 avril 2018 à 10 h au ministère du Commerce. Chaque opérateur économique devra se munir des documents commerciaux requis et d'un échantillon de produits qu'il commercialise. Le ministre du Commerce, Marc Yambuno. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci à la régie, au cadreur Robert Bangoura, au réalisateur Moussa Komara, Abraham Christophe Conté, au synthé Valérie Talimanet et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Zérékoré, Bokeh et d'Alaba. Bonsoir.